C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce vendredi sur A12 Télévision. Voici le sommaire du journal. Personne n'aurait pu se l'imaginer, pourtant le miracle s'est produit ce jeudi 16 février à Kahramanmaraş en Turquie. 2 femmes ont été sorties vivantes des décombres au but d'une semaine après le tremblement de terre. Dans exactement une semaine, le 24 février, cela fera 1 an que la Russie tente d'envahir l'Ukraine. Mais entre-temps, que sont devenus les réfugiés ukrainiens restés en Pologne? On y revient en cours d'édition. Et au Nigeria, les anciens billets de 200 naira sont remis en circulation. C'est le président sortant Muhammadu Buhari qui l'a annoncé ce jeudi à une semaine de la présidentielle. Elles sont ce qu'on pourrait appeler des miraculées. Ce jeudi 16 février, 2 femmes ont été sorties vivantes des décombres dans la localité de Kahramanmaraş en Turquie. Ce 13 jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le bilan provisoire s'élève actuellement à plus de 41 000 morts. À Kahramanmaraş, 11 jours après le séisme, une adolescente de 17 ans et une jeune femme ont été extraites vivantes des décombres par les secouristes. Un miracle pour les habitants de cette ville du sud de la Turquie, gravement impactée par le tremblement de terre. De quoi redonner un peu d'espoir à la population et aux volontaires qui s'activent toujours pour essayer de retrouver des survivants dans les ruines. Le dernier bilan officiel de ce séisme qui a frappé la Turquie mais aussi la Syrie a dépassé les 41 000 morts. L'ONU a lancé un appel à l'aide pour collecter $1 milliard afin de venir en aide à ces 2 pays. The Secretary General said that Turkey is home to the largest number of refugees in the world and has shown enormous generosity to its Syrian neighbors for years. And now is the time for the world to support the people of Turkey, just as they have stood in solidarity with others seeking assistance. Dans la province de Hatay et ici celle de Gaziantep, les actions de déblaiement des monceaux de gravats sont en cours. Des plans de reconstruction sont déjà sur la table, mais avec en toile de fond cette question. Pourquoi les bâtiments se sont-ils écroulés comme des châteaux de cartes? Pour l'heure, des promoteurs immobiliers sont pointés du doigt en Turquie. Le gouvernement les désigne comme les principaux responsables de la tragédie. Plus d'une douzaine d'entre eux ont été arrêtés et plus d'une centaine d'enquêtes ont été ouvertes. Que sont devenus ces millions de réfugiés ukrainiens qui, au lendemain de la guerre d'invasion déclenchée par la Russie, ont déferlé sur la Pologne? Si les chiffres officiels estimaient leur nombre à 9,5 millions, plus de 8 millions d'entre eux sont retournés en Ukraine. Ceux qui restent tentent tant bien que mal de s'intégrer dans ce pays frère. Parmi les 9,5 millions d'Ukrainiens qui ont rejoint la Pologne après l'invasion russe de leur pays, 8 millions sont rentrés en Ukraine. Ceux qui sont restés ont pour la plupart réussi à trouver du travail. 20 000 entreprises ont été créées et des écoles ukrainiennes ont vu le jour. Діти вимушені навчатися в будь-яких інших школах, але або в своїх українських школах онлайн, або ходити до польських шкіл. Просто в польських школах немає стільки місць. Dans cette école ukrainienne, les élèves ne savent pas encore vraiment de quoi leur avenir sera fait. Marc est l'un d'entre eux. Il a plusieurs idées en tête. Польський ліцей, або ще далі кудись, бо я активно вивчаю англійську мову. Якщо повезе, то до Англії також є бажання. Але поки в Польщі на 1 рік, можемо навіть в Україну. Тож з цими плани міняються кожен день. Знаєте, у мене є таке почуття вдячності. Я приїхала сюди до Польщі, і мене прийняла родина до себе, і вони прийняли мене в свою родину. Люди, яких я взагалі не знала. І ми розуміємо, що нам ніхто нічого не винен, ми повинні для себе заробляти самі. Тому ми працюємо. Ми розуміємо, що наші діти – це наше майбутнє. Malgré le succès de la réponse humanitaire en Pologne, certains experts estiment que de nombreux Ukrainiens ont encore besoin d'aide pour subvenir à leurs besoins.
Migrants are more or less adapted, right? But now there is an issue of their access to labor market, massive problem of apartments. This is the time that we need to think of more long-term strategy. The war in Ukraine has resulted in the largest refugee migration in Europe since World War II and is a big challenge for neighboring countries. There are still about 1.5 million Ukrainians in Poland alone. Most of them have not made long-term plans, and although many of them will stay in the country, most of them would like to return home as soon as possible. Magdalena Hadornik for Euronews from Warsaw. La suite à présent du scandale de corruption qui en décembre dernier avait ébranlé le Parlement européen. La défense de l'ex-vice-présidente Eva Kaili a échoué ce jeudi à obtenir sa libération sous condition. Refus catégorique de la justice belge qui ne s'est pas montrée plus clémente envers son collègue Marc Tarabella, lui aussi écroué dans le cadre de cette affaire. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen reste en prison. La détention d'Eva Kaili est donc prolongée pour au moins 2 mois de plus. La décision jeudi de la justice belge s'inscrit dans le cadre du scandale de corruption présumé au Parlement européen. L'avocat de l'eurodéputé grec a demandé la libération sous condition de sa cliente ou qu'elle puisse quitter la prison avec un bracelet électronique sans parvenir à convaincre les juges. Si quelqu'un devient simplement un symbole et que la détention est actée sur le symbolique de maintenir quelqu'un parce qu'elle est connue, parce qu'elle est vice-présidente du Parlement européen, je ne pense que ça n'a aucun sens. L'avocat grec d'Eva Kaili dénonce le contenu des auditions de l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, présenté comme le cerveau présumé de cette affaire. L'ex-parlementaire a passé un accord avec la justice belge. L'Italien promet de tout révéler en échange d'une réduction de peine. Το μόνο που είπε είναι ότι είχε ακούσει ότι το 2019 την βοήθησε το Κατάρ στην προεκλογική της εκστρατεία. Αυτό είναι ψευδές, το είχε ακούσει, δεν έχει κανένα στοιχείο να το τεκμηριώσει. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παντσέρη είναι παντελώς αναξιόπιστος προκειμένου να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του από την φυλακή. Είναι διατεθειμένος να κατηγορήσει τους πάντες. Le même jour se déroulait la première audition d'un autre eurodéputé, Marc Tarabella. Le parlementaire belge a été arrêté la semaine dernière. Son avocat a demandé la récusation du juge d'instruction de l'affaire, estimant que la présomption d'innocence n'avait pas été respectée. À notre sens, le dossier ne permet absolument pas de révéler la moindre trace d'argent suspect dans le chef de M. Tarabella. Nous avons procédé à une analyse faite par un expert judiciaire. Nous avons déposé celle-ci aujourd'hui. Elle aboutit, à notre sens, au fait qu'il n'y a aucune trace de parachutage de 120 000 ou 140 000 euros sur le compte de M. Tarabella, indirectement ou en liquide, peu importe. Dans une lettre adressée à la présidente du Parlement européen, 10 eurodéputés sociodémocrates dénoncent les conditions de détention de leur ancienne collègue. Ils soulignent, entre autres, qu'après plus de 2 mois d'incarcération, Eva Kaili n'a pu voir que 2 fois sa fille âgée de 2 ans. En Afrique du Sud, le vice-président David Mabuza, en fonction depuis 2018, s'est officiellement retiré. L'annonce a été faite ce jeudi par le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Le numéro 2 du régime et membre de l'ANC aux affaires a tenu à quitter ses fonctions avant le prochain remaniement ministériel. Cyril Ramaphosa a rendu publique la démission de son vice-président ce jeudi au Parlement au Cap. David Mabuza a exprimé son souhait de quitter ses fonctions avant le remaniement ministériel attendu dans les prochaines semaines. Le président sud-africain a accepté la démission et a dans un discours salué notamment les efforts déployés par David Mabuza au sein du Conseil sud-africain de lutte contre le sida, auprès des anciens combattants ou encore des chefs traditionnels. Cyril Ramaphosa l'a également remercié pour son soutien indéfectible au cours des 5 dernières années. C'est au début du mois de février que David Mabuza avait présenté sa démission. Paul Machalité, élu en décembre vice-président de l'ANC, doit lui succéder.
Prenons la direction de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations de recensement des électeurs en vue de la présidentielle de décembre 2023 ont démarré ce jeudi. Ce en dépit d'un climat sécuritaire très fragile marqué par les affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Des précisions avec la rédaction d'Africa News. Le recensement des électeurs en vue de l'élection présidentielle de décembre a commencé jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo, où des groupes armés contrôlent des pans entiers du territoire et où des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer. À Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, les électeurs ont fait la queue pendant des heures pour obtenir leur carte de vote. On a déjà nos cartes ici. En revanche, certains compatriotes ne pourront pas en obtenir. La guerre doit se terminer pour que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur et aller voter. Je me demande si nous aurons la même carte que les compatriotes des zones tenues par les rebelles. Ils auront peut-être des cartes différentes. La guerre doit se terminer pour que nous ayons des cartes d'électeurs identiques. Nous demandons au gouvernement de la République de fournir autant d'efforts pour chasser l'ennemi, pour chasser les M23, afin que chaque Congolais puisse être capable de prendre sa carte d'électeur. Parce que si ça continue comme ça, donc, nous sommes en train de légitimer les rebelles avec cette partie qu'ils ont déjà prise. Ces opérations préélectorales ont commencé juste avant Noël dans l'ouest de la République démocratique du Congo et le 25 janvier dans le centre et le sud-est. La troisième et dernière phase comprend 7 provinces, dont les 3 de l'Est les plus affectés par les violences armées, le Nord Kivu, Ituri et le Sud Kivu. En Tunisie, des journalistes soutenus par des activistes des droits de l'homme ont marché ce jeudi dans la capitale Tunis pour dénoncer les atteintes à la liberté d'expression. 3 jours après l'arrestation au début de semaine de Noureddine Boutar, le patron de Mosaïque FM, l'une des radios les plus critiques envers le pouvoir en place. Plusieurs dizaines de journalistes et de militants des droits humains ont protesté jeudi à Tunis contre la politique du pouvoir qu'ils qualifient de répressive, visant selon eux à intimider les médias. Certains manifestants avaient la bouche muselée par du scotch rouge en allusion à la volonté du gouvernement de faire taire les médias. Les autorités à tous les niveaux, y compris le président et le premier ministre, cherchent à réprimer la liberté de la presse et de nombreux indicateurs le prouvent, comme les procès militaires, le décret-loi numéro 54, la criminalisation de la liberté de la presse et d'autres pratiques. Comment on ne peut pas arrêter des journalistes ? Parce que ça va être très clair que c'est un coup contre la liberté d'expression. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté le patron du média le plus fort et le plus écouté en Tunisie. En l'arrêtant, ils essaient de faire taire tous les journalistes et chroniqueurs qui travaillent à la radio et qui sont très critiques par rapport au pouvoir, et aussi de faire taire les autres médias. Kais Saïd a nié ces accusations de censure sur les médias, affirmant que ce sont des mensonges, alors que 10 personnalités ont été arrêtées pour complot contre la sûreté de l'État. Les Nigérians ont jusqu'au 10 avril prochain pour utiliser les anciens billets de 200 naira. C'est le président sortant en personne, Muhammadu Buhari, qui l'a annoncé ce jeudi au cours d'une allocution télévisée. Ceci pour limiter les effets de la pénurie de cash à l'origine d'une crise sociale dans le pays. Le Nigeria a remis en circulation les anciens billets de 200 naira, remplacés récemment par de nouvelles coupures afin de limiter la pénurie d'argent liquide qui affecte la population. S'exprimant à la télévision jeudi, le président Muhammadu Buhari s'est dit sensible aux difficultés de son peuple. Afin d'alléger davantage les pressions sur les approvisionnements, en particulier pour nos citoyens, j'ai donné mon accord à la Banque centrale du Nigeria pour que les anciens billets de 200 naira soient remis en circulation et qu'ils puissent également circuler comme monnaie légale avec les nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira pendant 60 jours, du 10 février 2023 au 10 avril 2023, date à laquelle les anciens billets de 200 naira cesseront d'avoir cours légal. Muhammadu Buhari a également défendu l'introduction des nouveaux billets qui, selon lui, permettra de limiter la corruption lors de l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain. Il a par ailleurs appelé à la mise en circulation rapide des nouveaux billets.
Bel exemple de coopération sud-sud. Ce mercredi, le roi Mohamed VI du Maroc, en déplacement à Libreville au Gabon, a procédé à la remise officielle d'un don de 2000 tonnes d'engrais pour soutenir la production agricole dans ce pays d'Afrique centrale. Le Gabon, faut-il le souligner, reste extrêmement dépendant des importations de denrées alimentaires. En Côte d'Ivoire, le gouvernement tient au respect des délais de livraison du 4e pont d'Abidjan. C'est ce qui justifie la visite de terrain qu'a effectué ce jeudi le ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou, sur le chantier. Certes, les travaux sont à 95% de taux d'achèvement, mais il faut aller plus vite, estime le ministre. Reportage. Lancés en juillet 2018, les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan avancent avec un taux d'avancement global estimé à 95,75%, mais pas au rythme que souhaite le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou l'a fait savoir ce jeudi à l'issue d'une visite de ce chantier et des échanges avec l'entreprise en charge de la réalisation des travaux. Nous ne sommes pas satisfaits de l'avancement des travaux parce que cette voie est extrêmement importante pour la ville d'Abidjan. On a déjà accusé plus de 2 ans de retard, ce qui n'est pas acceptable. Alors la question que vous allez me poser, mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ce n'est pas parce que nous ne faisons pas un suivi régulier du chantier. Vous savez que c'est un appel d'offres international. L'entreprise qui a remporté le marché avait donné un coût. Ce coût, nous avons estimé qu'il était relativement bas. On nous a demandé de lui demander confirmation des coûts. Il a confirmé ses coûts, mais à la vérité, on se rend compte que l'entreprise, pour pouvoir donc gagner le marché, a sous-estimé donc ses coûts. Donc aujourd'hui, a d'énormes difficultés donc pour terminer le chantier. C'est ça la réalité du problème. Nous sommes venus donc leur dire que cette première phase qui part donc de Sébroko jusqu'au croisement de la voie qui vient donc du premier pont pour entrer dans Yopougon, ce tronçon-là doit être terminé à fin mars. Vraiment qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ce tronçon soit terminé, pour permettre quand même à ceux qui veulent aller à Yopougon de passer sur le 4e pont, parce que le pont lui-même il est quasiment terminé. Nous sommes en train donc de passer à la phase bitume. Le responsable de l'entreprise en charge de la réalisation de l'ouvrage promet de mettre les bouchées doubles pour respecter les nouveaux délais. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés par exemple la libération d'emprise et le Covid-19. Mais on va respecter le marché, on va livrer les projets dans le meilleur délai. Le ministre Amédée Kouakou de rappeler les enjeux de la livraison dans les délais du 4e pont d'Abidjan. Ce pont va permettre donc à tous ceux qui quittent le plateau, tous ceux qui quittent Makori, Trècheville, de venir facilement à Yopougon, rentrer à l'intérieur de Yopougon sans toutefois aller passer sur la voie du Banco là-bas. Pour un coût total de 142 milliards de francs CFA, le 4e pont d'Abidjan promet d'être une voie express reliant les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé sur une longueur totale de 7,2 km. Chaque année, c'est une quantité incalculable de viande de brousse illégalement retrouvée dans les bagages de voyageurs en provenance d'Afrique à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. Un trafic face auquel les douaniers français ont décidé de sévir. Regardez. Pangolin, tête de singe ou encore chauve-souris, à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, les douaniers saisissent chaque semaine des centaines de kilogrammes de viande de brousse. En 2021, les douanes du Terminal 2 ont saisi 36 tonnes de produits illégaux issus d'espèces sauvages, principalement venus d'Afrique ou d'Asie. Une partie de ces viandes sont destinées à la consommation personnelle, mais il y a également des grands courants de fraude qui alimentent entre autres des restaurants clandestins. La plupart du temps, sur les vols, 99% du temps, les passagers n'ont aucun justificatif. La douane s'attelle donc à saisir cette marchandise pour empêcher que cette marchandise rentre sur le territoire communautaire et sur le territoire de la France. Vous avez sur votre certificat phytosanitaire ? Normalement, ça doit être détaillé. Ah ouais, je suis désolé. Est-ce qu'il y en a qui sont autorisés? Là, c'est pas bon. Citron, c'est interdit aussi? Ah oui. Totalement. Bon. Moi, je pensais qu'il y avait une tolérance au niveau des produits végétaux. Donc aujourd'hui, je suis un peu déçu. Faire tout ce voyage et puis on m'enlève tout ça, je suis un peu déçu. Bon.
on est obligé de faire avec. La loi, c'est la loi. La plupart des passagers incriminés ne sont pas conscients des risques sanitaires auxquels ils s'exposent. Ces denrées peuvent réintroduire sur le sol européen des maladies éradiquées ou engendrer des zoonoses, ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. À cela s'ajoute l'impact sur la biodiversité. Toute personne qui souhaite ramener surtout des aliments, particulièrement de la viande ou des animaux vivants, c'est illégal, que ça favorise le braconnage, que c'est néfaste pour la biodiversité et que c'est puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le trafic d'espèces sauvages représente un marché de 23 milliards d'euros par an. Un mot de l'actualité sportive pour évoquer la nomination au Cameroun de Joseph-Antoine Bell à la tête de l'Office des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun. L'instance de création est de création récente, seulement le 6 février dernier. Et le chef de l'État camerounais Paul Biya a décidé de la confier à l'ex-gardien de but des Lions indomptables. C'est tout pour l'édition de l'information de ce vendredi. Merci de votre attention et passez un très bon week-end avec A12. Et restez connectés à nos programmes. Au revoir.